sur le plateau de OM5 TV Évasion littéraire. Je suis toujours ravie de vous retrouver pour votre émission phare littéraire. Aujourd'hui, je reçois l'écrivaine Evelyne Chicou pour son 3e roman, Le sang oublié des éditions Nestor. Bonjour à vous, bonjour. Chère invitée, Evelyne Chicou. Vous allez bien ? Très bien. Après le salon du livre qui était sur le thème de la résistance par rapport au sang oublié, comment vous pouvez conjuguer les deux mots, ces deux notions au niveau du temps, la résistance et le sang oublié? Il y a une similitude parce qu'en fait, les Amérindiens, les dits Caraïbes qui nous touchent de près, ils sont encore dans une forme de résistance. Donc, j'ai vite fait le parallèle. Vous êtes né en Guadeloupe, Trois-Rivières. À Trois-Rivières. Durant votre enfance, vous avez toujours subi, je dirais, c'est verbal, c'est la ségrégation, c'est le racisme qui vous a permis aujourd'hui de nourrir votre écriture avec vos 2 ouvrages. Le premier qui retrace une fiction, qui était le premier livre que vous avez écrit, c'était plutôt un genre de biographie, essai. C'était Le passé au futur. Et ensuite, l'année dernière, où je me suis rapprochée plus du thème que je défends aujourd'hui, c'était La Caraïbe aux 2 visages. C'était une histoire d'amitié très profonde entre 2 Caribéennes, et puis qui a débouché sur pas mal de choses. Et aujourd'hui, Le sang oublié. Alors, diriez-vous que votre adolescence vous a permis de nourrir votre écriture pour en faire des ouvrages, des histoires à la fois réelles et fictifs? Je pense, parce qu'en fait, je suis née en Guadeloupe, effectivement, et ma mère avait la peau blanche, et mon grand-père, en noir, le père de mon père, a tout fait pour m'extirper. Il m'a élevée. À l'âge de 8 mois, j'étais chez mes grands-parents. Donc j'ai toujours été un genre de punching ball entre les blancs et les noirs. Et mon grand-père, il n'arrêtait pas de parler de ma mère. Et donc je pense que plus tard, ça a fait écho en moi. Le sang oublié, qui est le titre de votre 3e roman, en sachant que ce sang oublié, l'ADN, on l'a encore, vous l'avez, Absolument. Nous l'avons, le peuple vit avec cet ADN. Le sang oublié, quel parallèle vous faites ? En tant que Caribéen, j'ai constaté que nous revendiquons souvent nos racines européennes et nos racines africaines. Mais ceux qui étaient là, les Caraïbes, on les a oubliés. Peut-être parce qu'ils sont trop présents, en fait, parce que notre style de vie est complètement caribéen. Il y en a encore quelques-uns, notamment à Trois-Rivières. Quand je regarde les gens, dans les traits, c'est des Caraïbes que je vois. Il y a une réserve en Dominique, donc peut-être qu'ils sont tellement proches qu'on n'aurait pas idée de penser à eux. Et moi, je pense qu'on leur doit un hommage, d'autant plus que petite, j'ai eu la chance, justement, les voisins de ce grand-père qui m'a élevée, c'est un couple, elle était indienne, elle revenait de Calcutta, c'était des personnes âgées, hein, et lui, il était amérindien, donc j'étais tout le temps chez ces gens. Je vivais chez eux et souvent ils me disaient, alors qu'ils étaient âgés, ils me disaient toujours « Liline, un de ces jours tu vas nous oublier ». Et je ne comprenais pas. Et suite à un voyage en Afrique, ça a fait écho en moi. Ah oui, très bien. Au dos de la couverture, vous parlez de paramètres endogènes, exogènes, sont à la base de la Genèse. Alors on va parler de différentes cultures identitaires. Pour nos 2 héros personnages qu'on peut voir. Alors, vous les avez inventés, ils existent? Non, je les ai inventés. En fait, à l'époque, quand j'étais là-bas, justement, ses voisins, j'étais toute petite, je devais avoir, 10 ans, et un frère à ce monsieur, à Caraïbes, il est venu de la Dominique, il avait emmené avec lui, je pense que c'était son fils, un petit gamin qui devait avoir 4-5 ans. Et l'enfant était tout le temps nu et il pleurait tout le temps. Et moi, dans ma tête, je me disais, mais pourquoi il pleure comme ça? Il avait l'air tellement frêle. Et c'est bien plus tard que j'ai compris. Il était sorti de son contexte habituel. Et bon, bien sûr... Là, nous sommes où? Par rapport à la couverture, on est où? On est où avec ces 2 personnages que vous avez inventés? Et puis, comment ils s'appellent? Alors, il y a Ajax, c'est ça? Il y a Achak. Achak, oui. Voilà, le héros. Oui. Et Ouriou, son ami, son frère de sang.
D'accord. Et il y a un moment, il y a un rituel hein, que Oui, fait... tout à fait. À chaque, oui. voilà, donc voilà. il se fait ce qu'on appelle des petites coupures. Voilà, un baptême de sang, en fait, hein, comme font beaucoup d'enfants. Bien sûr, mais il marie ce sang avec la nature. Il fait corps avec la nature. Oui, oui. C'est un rituel qu'on fait souvent en Amérindien, les Amérindiens. Je pense que oui, je ne me suis pas trop plongée là-dedans, mais mon imaginaire m'a emmené à faire ce mariage de sang. Qui peut-être au fond de moi a un sens profond que j'ignore encore aujourd'hui. Ils partent tous les deux, l'exil, là vous traitez de l'exil, oui. Et bien sûr ce que j'appellerais aussi de l'immigration pour ces deux jeunes. Ils ont décidé d'aller en Guadeloupe, donc ils vont quitter leur terre natale. Tout à fait. Mais je crois qu'il y a un rôle, un chaman, il n'est pas d'accord, parce que l'éducation, avec ces chamans, on ne doit pas apprendre l'éducation parce qu'aussi il y a une coupure familiale. Tout à fait, coupure familiale, coupure avec la nature qui est leur berceau en fait. Et ce chaman qui lui, avec le recul, voyait que les temps changeaient bien sûr parce que ce qu'il vivait à l'époque, aujourd'hui c'est autre chose avec la modernisation. Ce chaman à quelque part il a peur de perdre leur identité en fait. Et au lieu de faire des héros, des guerriers, il a préféré faire des guerriers intellectuels. Parce qu'il a pensé qu'en apprenant, si ces jeunes apprenaient la langue des autres, hein, du blanc entre parenthèses, ce serait une arme pour eux plus tard. Et c'est ce que ces enfants ont fait. Hein. Alors ils s'intègrent, alors ils quittent leur île et ils vont en Guadeloupe. Voilà. Mais par contre c'est difficile pour eux parce qu'il va falloir qu'ils s'intègrent. Voilà. Alors, on a déjà des générations et des générations, on a déjà une certaine culture, un savoir-faire ancestral. Comment ces jeunes vont effectivement s'habituer et comment aussi ils vont se faire accepter par cette nouvelle génération, avec ces idées nouvelles. Tout d'abord, je les ai baladés dans la Guadeloupe. Je les ai baladés pour qu'ils découvrent les similitudes qu'il y a avec la Dominique, parce que toutes les îles, qu'elles soient plus ou moins sèches ou plus vertes, ce sont les mêmes. Donc, comme on dit chez nous, il prend gaz. Il prend gaz. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'en Dominique, ces enfants-là, ils ont bien réussi à l'école, mais par contre, il fallait qu'ils aillent plus loin. Et il n'y avait qu'à Fouillol, l'université de Fouillol, qui pouvait les recevoir. Mais leurs parents, le chaman, ils n'avaient pas envisagé toutes les difficultés, les distances, etc., etc. Puisque vivant en vase clos en Dominique, pour eux, ils étaient restés dans leur monde. Et arrivés là-bas, waouh! Alors les couleurs, les différences de l'île, les gens, leur accueil, tout ça, le manque parce qu'ils avaient quand même un confort écologique qu'ils n'ont pas trouvé en Guadeloupe. Parce qu'arrivé chez ce parent, qui lui était parti quelques années plus tôt, ils n'avaient pas de hamac pour dormir. Donc je dis, c'est, comme on dit chez nous, ils ont récupéré quelques hardes pour faire cabonayo, hein, et puis voilà. Mais c'est des gens qui sont dotés d'une telle sagesse que tout est une école pour eux, tout est une occasion d'apprendre. Donc au lieu de se plaindre comme nous aujourd'hui, comme nos enfants, ils s'adaptaient aussi dur que soit l'adaptation. Et ils s'engagent. Ils ont décidé au lieu de fuir, comme auraient fait nos enfants aujourd'hui, j'insiste, ils ont affronté, ils ont bravé, ils se sont posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire ? Voilà, d'aider ce peuple caribéen qui rame. Mais comment il rame justement ? C'est ça la question de votre livre. Comment des jeunes, oui, bien sûr, qui sortent de la Dominique, qui arrivent en Guadeloupe, redonner une civilisation, je dirais bien entre guillemets, mais surtout l'identité ou l'identitaire de la Guadeloupe. Oui, bien sûr. Caribéens, comme vous dites, de la Caraïbe, pour découvrir la première ville, Karukéra. Eh oui, parce qu'en fait, ils se rendent compte que ces gens-là ont oublié en Guadeloupe, ils ont oublié l'essentiel. Ils ont trop de tout, malgré la galère qu'ils vivent. Ils sont tellement dans leur galère qu'ils ne se rendent pas compte de la richesse, notamment culturelle, que nous avons. Donc,
ils ne savaient pas comment au début, mais finalement, de fil en aiguille, parce qu'ils sont très spirituels et toujours très proches de la nature. Ils sont restés plus ou moins connectés avec le chaman, même s'il est loin. Oui, tout à hein, fait, oui. Parce que dès petits, ils ont cette culture, ce qui nous manque d'ailleurs. Oui. Donc, en voyant trimer le cousin, hein, Toptine, qui est fatigué, qui est vieux, il se pose des questions. Donc, de fil en aiguille, et puis il y a cette rencontre qu'ils font avec ce monsieur, cet hindou, parce que je tiens aussi à faire un coucou aux hindous de chez nous. On dit indiens, on dit coulis, parce qu'ils font partie également de notre patrimoine. Et c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup d'eux. Et moi, je suis là pour mettre en avant, parce que c'est nous. Il n'y a pas que le blanc et l'africain. Mais il y a un secret de famille aussi. Ce secret de famille qu'on va découvrir oui, au fil des pages. Ouais. Quel est ce secret de paternité? Parce qu'en fait, un beau jour, on en a travaillé, il rencontre quelqu'un qui fait un accident de voiture. Bon, comme tout à chacun, ils aident cette personne. Et ce monsieur qui est reconnaissant, quelques temps après, revient pour les remercier avec de l'argent. Ben oui. Avec de l'argent, et pour eux c'est un choc, parce que c'est vrai que dans notre civilisation actuelle, l'argent est très fort. Mais non, ils refusent, ils disent qu'ils ne peuvent pas, ils ont fait ce qu'ils devaient faire, et puis c'est tout. Et avec humilité, ce monsieur, il est quand même touché, il est très touché, il leur propose, voyant dans la galère où il se trouve, hein, il leur propose de venir travailler avec lui. Il est sur la Grande Terre, il a des terres, il a beaucoup de cannes, donc voilà. Et c'est ce qui se passe. Et beaucoup plus tard, ce monsieur est malade, on se rend compte qu'il faut... il a tellement aidé ces jeunes que ces jeunes, ils sont tellement reconnaissants qu'ils ont adopté ce monsieur. Tout à fait. Ouais. Et lui aussi d'ailleurs, hein, oui. il apprécie cette spontanéité qu'ont ces jeunes garçons, cette simplicité, toujours présent. Et en fait, il y avait un lien beaucoup plus fort qu'ils ignoraient. Il se trouve que ce monsieur, c'était leur père. Donc c'était ce secret, parce que ce monsieur leur raconte plus tard qu'à l'époque, quand il était très jeune, son père avait des terres, donc c'était le coq du village, hein, il voyageait, donc il voyageait dans les îles, comme beaucoup de Caribéens encore aujourd'hui. Et lui, voyant quand il allait en Dominique, il voyait les Amérindiennes nues, bon ben c'est sûr qu'avec leurs seins à l'air et tout, bon ben il sait plus à leur faire une éducation sexuelle. Donc c'était deux copines, et les filles qui à l'époque étaient en demande d'évasion et d'émancipation, elles avaient ces relations sexuelles avec ce monsieur, mais elles ont voulu le garder secret, parce qu'en fait, chez eux, elles se mariaient très vite, très tôt. Et donc, elles se sont mariées très vite, donc les enfants sont passés dans la masse, ni vu ni connu. Comment ils acceptent ça? Comment ils découvrent ce secret de famille, hein, ces deux jeunes? Ben parce que ce monsieur, justement, il était hospitalisé, et il fallait lui faire... comment on dit ça, prélèvement de moelle. C'était important pour eux. Oui, voilà, c'est ça. C'était aussi un retour. Voilà, donc ces enfants. Un héritage aussi qu'ils ont découvert. Voilà, tout à fait. Et puis découvrir leur père, voilà, parce qu'ils ne le savaient pas du tout. Voilà. Très bien. Ce livre soulève pas mal de questions, déjà l'identitaire, et puis la problématique de l'héritage colonial dont vous faites écho là-dessus. Oui. Et on va terminer, puisqu'on aura l'occasion de se revoir. Bien sûr. Ils retournent. Ils sont restés combien de temps, nos héros? Oh, ils sont restés quand même des années. Des années. 50 ans après, ils ont décidé de retourner. En 1924, comme vous dites. Oui. Et là, il y a une communion qui va se faire avec la nature. Oui. Et ils disparaissent avec cette nature. Ils étaient fatigués parce qu'ils expliquez-nous juste ce moment qui est très important pour qu'on comprenne la fin de votre livre. Oui. À part ces problématiques que vous soulevez, hein, le problème de l'héritage colonial de l'homme antillais, longtemps fut conditionné uniquement comme géniteur et qui peut s'en délester pour mieux laisser exprimer sa paternité. Que vous venez d'évoquer, mais j'aimerais comprendre la fin de ce roman. Parce qu'en fait, ce bouquin est aussi écologique, parce que je suis très proche de la nature et je me suis rendu compte que les premières personnes, les premiers êtres qui nous ont mis en garde contre nos débordements envers notre terre, ce sont les Amérindiens. Les Amérindiens, quels qu'ils soient, de toute l'Amérique, parce que dans le livre, je cite quand même pas mal d'Amérindiens. Je ne me focalise pas que sur ceux des Antilles, je cite leurs noms.
Et même encore, nous le savons, chaque année, il y a un Amérindien qui vient en France hein, pour nous alerter. Et en fait, quand ils repartent, ils sont tellement épuisés d'avoir tout donné aux îles pour que les îles retrouvent leur identité, leur vraie identité. J'ai recité le nom des îles parce que les Blancs avaient baptisé, entre guillemets, les îles. Je leur ai redonné leur vrai nom d'origine pour que nos jeunes sachent, connaissent leur nom. Et en fait, ils reviennent. Et cette nature, en fait, qui est notre mère, hein, les accueille avec tellement de reconnaissance quand ils sont fatigués, parce que l'Amérindien, en principe, il va dans la nature pour mourir. Et donc, arriver là-bas, comme ils sont nés, Achak est né en pleine nature, je n'ai pas décrit la naissance de Ouriou, mais Achak est né dans la montagne. Ils naissent dans la nature, ils meurent dans la nature. Donc, ils reviennent, mais tellement épuisés, donc en remontant la pente qui les ramenait à leur lieu de naissance, ils étaient fatigués, donc ils se couchent et finalement, ils meurent d'épuisement. Oui, ils retournent à la terre. Voilà, ils retournent à la terre. Dans la terre. Merci à vous. Je rappelle le titre de votre roman, Evelyne Chicou, Le son oublié, édition Nestor. De très belles lectures avec Évasion littéraire. Et merci de votre fidélité. Je remercie encore mon invité, Evelyne Chicou. Merci à vous. Merci à vous, Wanda. Et bonne journée. Vous aussi.